Donc, les 19 heures, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir pour ce débat entre les candidats à la mairie de Bonaventure. Je m'appelle Pénélope Garon. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous ce soir. J'aimerais d'emblée remercier la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs et pour l'organisation de ce débat, qui est un exercice démocratique hautement important. Je vais fermer ma sonnerie de téléphone. Je vous remercie aussi à vous d'être là parce qu'en étant ici ce soir, vous participez à la vie démocratique et ça démontre votre engagement en tant que citoyen et ça vous honore grandement. C'est important la politique municipale et je trouve que le fait qu'il y ait des gens ici ce soir qui participent, ça démontre à quel point vous le savez ça, que c'est important et à quel point c'est important. Je veux remercier aussi nos deux, le maire sortant, M. Bonsoir. Bonsoir. Conseiller sortant, M. Benoît Poirier, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux parce que un débat, c'est un exercice parfois douloureux, parfois le fun, mais qui est nécessaire. Donc, je vous remercie d'avoir accepté de vous aider au jeu. Donc, les thèmes qui ont inspiré les questions ce soir, qui ont été approuvés par les deux candidats, sont les suivants. La gouvernance, le développement économique, social, touristique et culturel. C'est un peu fourre-tout. Les infrastructures, la fiscalité et également l'environnement. Je vais vous expliquer tout de suite le déroulement. Donc, premièrement, chacun des candidats aura la possibilité de se présenter à vous, présenter son programme. Ensuite, il y aura un débat sur chacun des thèmes. Donc, pour chaque question, chaque prise de parole a été déterminée grâce à un tirage au sort. Et il y aura également pour chaque thème des questions qu'on appelle des questions échanges, qu'on va tenter de soulever le débat entre les deux candidats. D'accord? On va passer ensuite à une période de questions avec vous. Donc, si vous avez déjà des questions posées aux candidats ou si il y a des questions qui vous viennent au cours de la en fin de cette soirée. Notre objectif, c'est que ça termine à 20h30. Donc, la durée de la période de questions, ça dépendra là, de la durée de la période de durée, le 2 mètres entre chacun d'entre nous. Que moi et les candidats ne portons pas de micro, on a 2 mètres entre nous. Évidemment, à partir du moment que le débat se termine et qu'on va se promener, on va mettre nos masques, nous aussi. Donc, ceci étant dit, place au débat. Mesdames, Messieurs, le public, Mesdames, Messieurs les candidats, bon débat. Merci. Donc, présentation ce soir, M. Poirier qui prend la parole en premier. La parole est à vous. Merci, Mme Garon, merci. Je pars mon main. Je me présente, je m'appelle Benoît à Jules, à Laurenceau, d'un côté, à Arsenault, à Filémon, d'un autre côté. Pour les plus vieux, peut-être que vous avez les plus jeunes, je suis le père d'Arthur. Moi, j'ai fait ma carrière comme infirmier. J'ai commencé ma carrière en 92 à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. J'ai travaillé dans les hôpitaux comme ça à peu près jusqu'en 2000. Ensuite, j'ai été, j'appelle ça infirmier de village de la communauté de la Basse-Côte-Nord, de Natasquan à Blanc-Sablon, durant 6 ans. Un peu dans tous les petits villages qui sont isolés, là, qui sont reliés par aucune route. Ensuite de ça, à partir de 2006, je suis devenu infirmier de chantier pour Hydro-Québec. Je travaillais dans les cliniques de campement, de chantier, de construction de centrales hydroélectriques, un peu à travers tout le Québec, là, de la baie James à la Romaine. Puis récemment, j'ai pris ma retraite en début d'année 2021. Puis le CIS m'a engagé comme infirmier retraité. Alors maintenant, je suis un infirmier retraité qui fait des remplacements pour le CIS, essentiellement, particulièrement à 2 places depuis le début. À la prison comme infirmier de clinique à la prison de Nicolay, puis au groupe de médecine familiale à Caplan. Je suis conseiller aussi à la ville de Bonaventure, au siège numéro 6, depuis 2017. Puis, on avait parlé au début, on devait avoir 1 minute là, pour la présentation et notre programme. Vous comprendrez que c'est pas beaucoup, c'est quelques secondes pour le programme. Ce que j'avais envie de vous dire, moi, mes priorités, là, c'est la transparence, l'intégrité, l'honnêteté. En fait, c'est des valeurs moi, que ma famille m'a transmises. Le travail d'équipe, l'équité, la justice, la confiance. Parce que le lien de confiance, ça se gagne. Hein? Puis, on a aussi, dans le développement social,
un gros problème, c'est ça que j'ai choisi de vous parler d'entrée de jeu, le manque de logement puis les places à garde de vie. Et on aura la chance d'y revenir. Merci, M. Poirier. M. Audette, 2 minutes. La parole est à vous. Merci. Bonjour, merci d'être présent. Rob Audette, maire de la ville de Bonaventure. Depuis 8 ans maintenant que vous m'avez fait confiance afin de poursuivre le développement de la ville. Vous avez bien fait car la ville a pris son envol. Je peux même dire que nous avons suivi notre plan de développement stratégique adopté en 2016 avec rigueur. L'ensemble de mes principaux engagements ont été réalisés. Pour y parvenir, j'ai misé sur la famille et l'aménagement de nos infrastructures en lien avec les saines habitudes de vie. Au cours des dernières années, j'ai acquis une maturité politique qui me permet de mieux cerner les besoins de la communauté ainsi que les enjeux régionaux. Je suis conscient qu'il reste encore du travail à faire et des améliorations doivent être faites en ce qui a trait aux communications et aux services que nous rendons à la population. Mes engagements 2021 et 2025 seront de grandes années qui nous permettront de prendre notre place davantage comme ville offrant des services à plusieurs communautés. Je commencerai par le volet hébergement et services de garde. Dès 2022, nous réaliserons 80 dans une nouvelle installation, 24 unités de logement abordables, 12 unités de logement avec partenaires privés, des logements pour étudiants, l'ouverture de prolongement de la rue de développement résidentiel et une bonification à l'aide financière. Nous poursuivrons la mise à niveau de nos infrastructures par l'aménagement des avenues Grand Prix, reconstruction du chemin de tillage, mise à niveau du camping et de l'hôtel de ville, et plus d'interventions importantes sur nos chemins secondaires durant les prochaines années. En plus, nous allons soutenir l'offre culturelle avec nos partenaires, mettre en place un plan de valorisation et de développement des terres agricoles et poursuivre le développement de l'aéroport et des secteurs commerciaux. Maintenant, nous avons conclu une convention collective avec nos employés syndiqués. Nous allons tout mettre en place pour nous assurer une bonne intégration des pratiques de gestion. Nous allons aussi entamer une révision des conditions de travail des gestionnaires. Terminant, je m'en en lien avec la collective La Rivière Bonaventure. Merci et bon débat. Merci, M. Audette. 2 minutes, parce que pile, je suis impressionnée. Première question pour vous deux ce soir au niveau de la gouvernance. C'est une question assez simple, mais je pense qu'elle est importante. Quelle est votre définition d'un bon maire? Ça prend quelle qualité pour être un bon maire? M. Poirier, la parole est à vous. Je pense que la première qualité d'un bon maire, c'est d'être à l'écoute de la population, de sentir le pouls, c'est pas un mauvais jeu d'infirmier, mais c'est de sentir le pouls de la population, c'est de sentir ses besoins. Puis pour ça, il faut être en contact avec la communauté. Je parlais tantôt d'un lien de confiance. Journée par semaine, encore faute de personnel. Donc, que comptez-vous faire? Quelle initiative comptez-vous prendre pour tenter de remédier à cette situation-là? M. Poirier, vous avez raison, Mme Garon, la pénurie de main-d'œuvre, puis le manque de logement, parce qu'on sait qu'on a entendu sur l'histoire, on sait qu'il y a des gens qui étaient intéressés de venir travailler dans le secteur touristique, dans le secteur de l'hébergement, dans le secteur de la restauration, la Bonaventure durant la haute saison, puis ils n'ont pas pu à cause qu'il n'y avait pas de logement. Fait que ça, c'est un gros problème. J'ai regardé, là, j'ai eu accès à un petit sondage. Là. On sait là, que durant l'été, le nombre de travailleurs supplémentaires dans la ville de Bonaventure, c'est à peu près 300 travailleurs supplémentaires qui arrivent. Là. On sait qu'il y a des étudiants là-dedans, mais il y en a plusieurs qui arrivent dans les dehors et viennent travailler à Bonaventure. Eux autres, ces gens-là, ils cherchent une place à rester. Ils ne peuvent pas louer un hébergement touristique à 1 000 $ par semaine. Ça peut pas se faire. Ils ont très peu de choix. Écoutez, moi, je fais un appel à la population. Un jour, peut-être qu'on va régler ce problème-là, on va avoir plus d'offres de logement. Mais je me dis, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là à se loger ici à Bonaventure? On peut, par exemple, quelqu'un qui reste seul dans sa maison, qui peut en loger 4-5, des fois, peut-être il y a des gens qui seraient intéressés à recevoir, à loger quelqu'un qui vient travailler dans le domaine touristique ou dans le domaine de l'hébergement ou de la restauration pour garder ouvert nos restaurants. C'est pas de leur faute, eux autres, les restaurants, ils n'ont pas fait ça pour nous faire, je dirais pas le mot, là, mais eux autres, ils sont obligés de fermer 1 journée par semaine, 2 journées par semaine à cause d'un manque de main-d'œuvre. Y a-t-il lieu peut-être de faire des petits assouplissements au niveau de l'urbanisme, par exemple, pour que quelqu'un mette une roulotte à côté de sa maison et dise « Moi, je suis prêt, je lève ma main, venez rester, je vous offre un logement, puis pas à 1 000 $ par semaine, à 300, 400, 500 $ par mois, c'est quelque chose de raisonnable. » Fait qu'il faut se pencher sur cette question-là, puis trouver des solutions. Parce que c'est pas demain matin qu'on va avoir une offre de logement
qui va être augmenté à Bonaventure. Donc, je comprends que pour vous, la pénurie de logements va se régler, la pénurie de main-d'œuvre va se régler par l'augmentation des logements disponibles. Bien, il va se régler, peut-être pas complètement, mais en très, très grande partie. Bien, M. Audette, la parole est à vous. Merci. Moi, je pense qu'on doit travailler sur deux fronts. On doit travailler avec les gens d'affaires. Donc, déjà là, on a fait des rencontres à quelques reprises avec eux pour tenter de trouver des solutions, tenter de trouver une façon, que ce soit au niveau du partage de main-d'œuvre, au niveau de la recherche de main-d'œuvre en commun, de comment on doit se vendre aussi comme entreprise, comme commerce. Donc, tout peut passer par là aussi. C'est pas un problème commun à l'aventure. On le sait, c'est pas commun à la Gaspésie, c'est commun à la grandeur du Québec, le manque de main-d'œuvre. On n'est pas les seuls à travailler à ce niveau-là. Mais effectivement, pour pouvoir attirer des gens ici, c'est ce qu'on cherche à faire le plus possible. Je dis depuis le début, il faut être attractif. Donc, le logement est une importance aussi, mais aussi il faut que les gens se sentent bien en rester ici. Ils trouvent un travail, ça va, mais ils trouvent un milieu de vie. C'est ce qu'ils cherchent, les gens. Ils cherchent un milieu de vie pour pouvoir s'installer avec un travail. Parce que du travail, il y en a partout, on vient de dire, de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, comment on peut se distinguer, nous autres, pour pouvoir attirer cette main-d'œuvre-là? Il faut aller chercher le côté attractif, le côté milieu de vie, puis ce qu'on tente de faire avec nos infrastructures. Concernant l'hébergement, je l'ai mentionné tantôt, il y a des hébergements abordables qu'on va tenter de mettre en place avec les habitats Bonaventure, avec aussi le groupe ressources en logement collectif. Donc, on travaille un projet actuellement avec eux pour pouvoir répondre à cette demande-là et à ce besoin-là. Donc, on est là. Travaillons avec les entrepreneurs et travaillons aussi avec les organismes qui nous soutiennent à construire des logements abordables. Bon, je vais poursuivre sur cette lancée-là parce que ma prochaine question était justement sur la pénurie de logements. Donc, M. Audette, ce que je comprends, c'est que vous avez déjà commencé à travailler ce dossier-là. C'est déjà en cours. Avez-vous des chiffres en termes de logements qui pourraient être créés sous peu? Bien, on a fait un sondage en 2016 pour savoir, on connaît un peu les besoins des gens qui vivent en aventure, mais on comprend que dans 5 ans, ça a changé déjà. On sait que les maisons se vendent très rapidement. On construit environ 11 maisons par année, nous, à Bonaventure, ce qui est quand même assez important. Déjà là, il y a des développements résidentiels qu'on va penser à savoir si on va prolonger rapidement, puis pas dans le créneau, pour prendre dans le créneau aussi, pour être sûr de répondre à la demande. Mais ce qui ressortait, c'est que les gens souhaitaient demeurer encore dans des logements, mais avec des terrains, avec des espaces de vie. Donc, c'est ce qu'on retrouve, on retrouve les duplex qui se construisent actuellement. Mais il reste quand même qu'il y a des projets actuellement. On a un projet, au moins 22 logements qui devraient se construire d'ici les 3-4 prochaines années. Et aussi, on travaille, comme je disais, conseil d'entrée des habitants Bonaventure et de groupe ressources en logement collectif pour créer des loyers abordables. On parle d'une trentaine potentielle. À savoir, tu vas peut-être construire, c'est une autre chose, hein, mais la possibilité, elle est là. Puis on parle aussi de logements étudiants. Donc, on a une demande au niveau du centre de service scolaire à ce niveau-là. Puis, ça fait partie de tous ces projets-là qu'on devrait voir arriver sous peu dans les 2 prochaines années. Bien, M. Poirier, vous avez mentionné que vous voulez faire un appel aux gens pour loger des travailleurs saisonniers durant l'été, mais de façon plus large, les gens qui veulent venir à Bonaventure, qui ne trouvent pas de logement, des logements abordables, entre autres, vous suggérez quoi? Vous proposez quoi? Bien, je pense que M. Audette a parlé de ça, je suis d'accord avec ça. Écoutez, ça prend des logements, mais ce que je voulais dire, c'est que l'avènement du télétravail, c'est quelque chose de nouveau. On ne connaissait pas ça avant. Moi, je vois ça comme un nouveau marché. Je me dis, bon, il y a des gens, la Gaspésie est très, très populaire auprès de gens qui sont en ville avec la pandémie, tout ça. On entend parler des médias. Ils veulent s'en venir en région, comme en Gaspésie, comme à Bonaventure. Ça leur prend une place à rester maintenant. Je sais qu'il y a des promoteurs privés qui ont attrapé la balle au bon, hein, parce qu'on le sent, ça. On le sent, là, on entend parler. On a rencontré quelqu'un il n'y a pas si longtemps à la ville pour ça. Il y a des gens maintenant qui sont intéressés à bâtir des logements parce qu'ils savent qu'il va y avoir des gens pour les habiter. Justement à cause de ce nouvel avènement-là du télétravail. Je pense qu'il faut en profiter, hein, parce que ça passe, là, puis des fois, je veux dire, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais il faut en profiter, c'est un nouveau marché. Les gens qui construisent des maisons, tantôt, je voyais, M. Raoul, là, bâtissez, François, bâtissez. Mais vous leur offrez quoi? Qu'est-ce que vous faites pour inciter
ces entrepreneurs-là? Est-ce que vous avez des mesures auxquelles vous avez pensé pour leur permettre de construire davantage de logements? Des mesures incitatives, c'est des entrepreneurs privés. Moi, je pense au terrain qu'on a à la ville de Bonaventure. On est propriétaire de terrain. Hein. On a un beau terrain là, à côté là, de l'hôtel de ville là, qui est pressenti. Là. Mais il faut regarder les terrains qu'on a. Puis, il faut se pencher sur la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ces terrains-là? Bon, on avait un beau terrain, là, un petit peu à l'ouest de l'ancienne ville de Pource. C'est un très grand terrain. Ce terrain-là, on a fait une entente avec un entrepreneur, avec un promoteur, pour qu'il y ait une industrie, là. On a fait une erreur. On a fait une erreur, parce que quand on fait une entente avec quelqu'un, il faut préciser une durée. Ça dure combien, cette entente-là? Ça dure combien de temps? Très important. Parce que là, il y a eu la pandémie à travers de ça, puis là, ça fait comme 3 ans, je vous dirais, là, que cette entente-là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un terrain qu'on pourrait bâtir plusieurs logements sur ce terrain-là. Puis moi, j'avais pu vous dire, des terrains comme ça, à la ville, on pourrait dire, nous, ce qu'on veut, c'est ça, ça, ça. S'il y a quelqu'un qui nous arrive d'intéressé, on vous donne le terrain. On vous le donne. Pour permettre, comme incitatif. Oui. Comme ça se fait d'ailleurs du côté de c'est ça. Durant la pandémie, on a vu l'importance de la communauté, l'importance du tissu social. On a vu l'importance aussi de nos élus, d'avoir des leaders forts. Donc, j'aimerais savoir, M. Audette, d'abord, en tant que maire, quel rôle avez-vous pris pour justement rassurer la population alors qu'on agit en pleine incertitude? Bien, au début de la pandémie, pour être sûr de garder contact avec la population, j'ai fait quelques capsules vidéo présentant des organismes, discutant avec des filles de 50 ans et plus, pour maintenir ce flow-là, je dirais. Par la suite, ben, écoutez, c'est à travers toutes nos communications Facebook ou encore nos communications avec le courant, donc on gardait ce lien de communication-là, on demeurait disponible aussi. On a eu à rencontrer aussi le club de 50 ans parce que eux autres aussi, n'ayant plus aucune activité, bien, ils se sentaient un peu délaissés. On avait réservé le centre Bonaventure aussi. Et là, ils se sentaient, pour d'autres activités, ils se sentaient mis de côté. On a eu à les rassurer à ce niveau-là, puis on a eu à travailler avec eux à ce niveau-là. Tous les comités organisateurs, que ce soit au niveau du sportif, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la maison de la famille, on a soutenu ces organismes-là pour s'assurer qu'ils poursuivent leur activité aussi. Donc, il y avait des besoins de ressources, il y avait des besoins financiers, donc on a poursuivi à ce niveau-là avec eux autres, on a travaillé le concert. Mais, bien évidemment, les contacts étant peu fréquents, on a perdu ça, puis ça, il faut le rattraper, il faut le revoir. Puis, je vous dirais, on le sent aussi, c'est super plaisant de vous voir asseoir, pour pouvoir pas vous serrer la main ou donner le coude, là, parce qu'on n'a pas vu le monde, ça fait longtemps, puis là, on commence à rencontrer les gens. Puis ça fait énormément du bien. J'ai hâte qu'il y ait un bon souper des 50 ans plus, parce que je vous dirais qu'à part de manger un bon souper traditionnel, je vous dirais que c'est super de fun de retisser des liens et de créer ces contacts-là. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir se rassembler. M. Poirier, vous avez pu constater le travail de M. Audette durant la pandémie. Croyez-vous qu'il a été à la hauteur? Et vous auriez fait quoi différemment, vous, si vous aviez été maire en pleine crise de la pandémie? Oui, écoutez, je pense que oui. Je pense que M. Audette a fait ce qu'il a pu. Ce qu'on devait faire durant la pandémie, c'est de se tenir informés. Hein. Fait que les sources d'information, on en avait bien en masse. Là. Il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de gens qui ont resté tout seuls, sans contact durant la pandémie. J'en ai rencontré des personnes âgées. J'ai ma voisine on a parlé ensemble, c'est une femme qui est bien impliquée, là, Mme Lise. Puis elle a trouvé ça très, très, très difficile, la pandémie. Puis qu'est-ce que vous voulez, hein, il fallait passer par là, hein, il n'y a pas de recette magique, là. Il fallait essayer de garder contact avec nos proches. On a vu, moi j'ai mon père, ma mère est décédée, mon père, on ne s'est pas vu pendant 1 an et demi, tu sais. On a fini par se revoir, mais c'est un peu, on n'avait pas même le choix, hein, c'est comme ça que ça marchait. Fait que non, pendant la pandémie, il fallait faire notre possible pour essayer de rassurer les gens. Puis je pense qu'on l'a fait. Je veux dire, on voulait essayer de faire du bien, tu sais, mais on n'avait pas de contrôle là-dessus, hein.
pas de contrôle. Beaucoup d'incertitudes. Hein? Oui. Merci, M. Poirier. Passons maintenant à infrastructure, fiscalité également. Donc, première question, quelles sont les infrastructures, si infrastructure il y a, qui nécessitent une attention particulière et pour lesquelles vous êtes prêts à vous démener? Vous avez parlé d'entrée de jeu à l'importance pour les maires en région d'aller au front au niveau provincial, au niveau fédéral, s'il faut. Donc, pour obtenir le financement nécessaire pour ces infrastructures-là, au niveau provincial et fédéral, M. Poirier, la parole est. Bon, je vous dirais que la priorité dans les infrastructures, c'est l'hôtel de ville, là, parce que, je veux dire, l'eau rentre, là, on par la toiture, là, puis il faut vraiment... puis là, ben, c'est bon parce que ça va se faire. Fait qu'on a réussi à faire ça, c'est une priorité. Maintenant, l'autre priorité, c'est le chemin de Tivierge. Puis vous comprendrez que des gros projets comme ça, on ne peut pas en faire plusieurs par année, tu sais. Il faut que ça soit étalé dans le temps. Il faut trouver la cadence. Il faut trouver la bonne cadence, la cadence raisonnable pour faire ces gros projets-là. Parce que oui, on a du financement, mais c'est jamais financé à 100%. On a du financement, des fois c'est 50, des fois c'est 60, des fois on est chanceux avec l'ARENA, c'était 67%. Le reste, il faut que ce soit un règlement d'emprunt. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2020, les règlements d'emprunt, on a 31. Puis en 2020, on a remboursé là, tout près d'1 million là, en capital et en intérêt. Je me semble que c'est 860 ou 870 000 $. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas économiser notre paye. C'est penser que oui, on a du financement, allez, on y va. Mais là, ça va faire en sorte que la dette va augmenter constamment. T'sais. Fait qu'il y a un juste milieu à trouver là-dedans. Puis, comme je vous dis, c'est un à la fois. Puis là, présentement, c'est l'hôtel de ville. Puis là, c'est Tivierge qui va commencer. Puis après ça, ça va être un à la fois. Bien, merci, M. Poirier. Monsieur Audette, vous êtes prêt à aller au front pour quelles infrastructures? J'ai déjà été au front pour ces deux-là, puis on l'a obtenu. Donc, au niveau de l'hôtel de ville, c'est un projet qui était demandé régulièrement, puis on n'avait pas réussi à l'avoir. On a réussi à l'avoir. On avait un financement d'autour de 66%, je crois, autour. Écoutez, d'autres projets, bien évidemment, Tivierge, ça fait partie de notre plan depuis un certain temps. C'est en 2017 qu'on avait discuté, puis ça va se réaliser. On a déposé hier matin, d'ailleurs, au niveau des financements. Il y a aussi... Le financement est déjà acquis ou vous déposez la demande? La demande est déposée, puis il y a ça passe 2 fois par année, donc on devrait être capable d'être dans les 2 fois minimalement. Il y a le camping aussi, c'est vrai qu'on en parle, les employés travaillent actuellement à préparer le document. Il y a un programme enfin qui est sorti, donc à 50%. Donc on va pouvoir réaliser enfin le camping. C'est quelque chose qui nous rapporte de l'argent qu'on n'investit pas dedans. Donc on parle de beaucoup d'investissements autour de 2,5 millions, on est arrivé à ce niveau-là. Mais c'est essentiel d'amener le 30 ampères, les 3 services, maximiser le nombre de terrains. Donc ça, c'est un travail qu'on va en faire d'importance. Les routes locales, on en parle souvent, on en fait peu. Les programmes sont rendus là. On est rendu des programmes qu'on va pouvoir travailler avec ça, on va pouvoir le planifier sur un horizon de 5 à 6 ans facilement pour pouvoir soutenir les agriculteurs, les résidents, pour leur donner des chemins adéquats qui correspondent ça correspond à un besoin. Écoutez, au niveau de la dette, si on parle de la dette, l'effort fiscal pour le citoyen, ça a amélioré beaucoup. Ça veut dire qu'on a réussi à aller chercher beaucoup de financement dans des gros projets. Donc, quand M. Poirier parlait qu'on a financé l'ARENA à 67%, on a financé aussi Louisbourg et la réserve d'eau potable, la réserve de Sandy à 67%. On a même financé à 0% pour la ville, donc 100% financé par le gouvernement pour la mise aux normes de l'eau potable. Donc ça, on ne voit pas ça en nulle part, on a réussi à le faire quand même. Donc on s'est battu pour des dossiers, on les a eus. Il y en a d'autres qui vont s'en venir. Le camping, c'en est un, il va falloir travailler très fort pour l'obtenir. Puis il y en a d'autres aussi, on parle juste de la pointe au bassin de l'amélioration, les différentes rues, on a du travail encore à faire, mais je vous dirais le camping et Tivierge, nous, on va travailler fort pour aller chercher. Ce sont vos priorités. Vous m'avez ouvert la porte pour ce qui est des finances publiques. Êtes-vous en faveur d'un budget pour l'avenir, pour le prochain mandat et les autres à venir, d'un budget austère ou un budget plutôt expansif et pourquoi, M. Poirier? Alors, moi, je suis plutôt en faveur du juste milieu. Entre l'austérité puis, qu'est-ce que vous avez dit, le terme vous avez expansif. Expansif. Ça veut dire quoi, ça? Trouver le juste milieu raisonnable. On ne veut pas l'austérité, on ne veut pas non plus, parce qu'on a du financement, débuter des projets, des gros projets qui sont coûteux, sans réserve, sans... D'abord, il faut identifier nos priorités puis penser qu'il
faut y aller un projet à la fois, étalé sur un certain nombre d'années pour que ça soit raisonnable, pour que les gens, que les contribuables n'aient pas à sortir de leur poche, que les taxes augmentent, puis tout ça, tu sais. Fait que non, c'est pas... moi, je suis pas en faveur de l'austérité. Je suis pas en faveur non plus... Bon, il faut être à l'affût des programmes de subvention. Ça, c'est sûr. Il faut savoir, parce que quand ça sort, il faut être prêt. Mais, comme je vous disais tantôt, ça me rappelle un monologue d'Yvon Deschamps, tu sais, le gars qui dépensait sa paye en achetant des affaires en spécial, tu sais. Je veux dire, c'est pas parce que c'est en spécial, mais parce qu'on a du financement qu'il faut se lancer là-dedans à tête perdue puis tout acheter, tu sais. Le but, c'est vraiment trouver un juste milieu raisonnable. Monsieur Audet, voulez-vous compléter? Oui, je vais compléter, ni austérité, ni expansif ou axé uniquement sur le développement, mais je veux juste faire un petit aparté au niveau de la charge fiscale. Je comprends que ce qu'on regarde très souvent, c'est ce qu'on paye comme taxation en fonction des services qu'on reçoit, là. Mais l'objectif, c'est justement ça, d'améliorer les services. Donc, il faut investir. Puis, si on prend la maison modèle, c'est la maison de référence. Là. Elle a augmenté beaucoup. Donc, la charge fiscale est souvent arrivée à augmenter par rapport à cet élément-là. Donc, nos valeurs de maison augmentent énormément. Fait qu'on a à travailler à ce niveau-là. On a à travailler sur l'ajustement du taux de taxation pour ne pas qu'il y ait trop d'impact. Puis, au cours des 4 dernières années, ça a augmenté la charge fiscale de la maison de modèle de 1% par année. Donc, je pense qu'on a joué notre rôle en termes de municipalité. On a agi avec rigueur, avec tous les projets qu'on a réalisés, mais on a quand même réussi à maintenir un taux de taxe, une charge fiscale à nos citoyens respectable. On ne peut pas contrôler l'augmentation des valeurs de maison, ça fait partie d'une évaluation. On a eu 2 rôles en plus dans le dernier mandat, 2018 et 2021. Mais on peut contrôler le taux de taxation. Oui, mais c'est ce qu'on comprend. Puis tout est en fonction des services qu'on veut donner aussi. Donc, les services qu'on veut donner vont nous aider à identifier, en gros, quel genre de taux de taxation qu'on va donner à nos citoyens. Monsieur Poirier, je vais vous laisser continuer là-dessus. Vous dites qu'il faut contrôler le taux de taxation. Est-ce que c'est dans vos priorités à vous en termes de finances publiques? Oui, écoutez, moi, ce que je pense, je ne sais pas si M. Audet s'en rappelle, en début de mandat, on a été à Gaspé pour une formation, puis on a rencontré le président de l'Union des municipalités du Québec à l'époque, son nom m'échappe, qui nous avait mis en garde, pas vraiment mis en garde, mais qui nous avait fortement suggéré de penser à diversifier nos revenus dans les municipalités. Bon, je veux dire, certains vont dire, bon, une municipalité, c'est pas une business, là, ben, ça peut peut-être quasiment être une business. Les responsabilités des municipalités ne cessent d'augmenter depuis les 15 dernières années. Puis on n'arrête pas de nous répéter qu'on est un gouvernement de proximité. Alors, il est temps qu'on pense à ça, diversifier, la diversification des revenus, parce que tout ne peut pas être toujours à la charge des citoyens. Là, on sait environ, là, bon, 65-75% du budget, là, ça vient de vos taxes. C'est vos taxes là, qui viennent combler le budget là, à hauteur de 65-75%. Je veux dire, il faut qu'on s'assoie à un moment donné et qu'on trouve des idées pour diversifier les revenus. Ici, à Bonaventure, on est chanceux d'avoir le camping là, qui rapporte là, 300-350 000 $ par année. Là. Mais on a aussi les autres infrastructures. Là, je regarde ici l'aréna, la piscine, le centre Bonaventure, là, qui à eux trois font un déficit à l'entour de 600 000 $ par année. Tu sais. Fait que, bon, avez-vous des idées pour la diversification des revenus pour Bonaventure? Oui, ben, je pense qu'on devrait se pencher sur la question du partage des coûts pour certaines infrastructures. Je pense aux infrastructures de loisirs. Puis, on a eu un son de cloche du comité de consultation urbaniste, je pense que c'était au mois d'août. On a eu un son de cloche, j'en ai fait part, M. Audet, j'aurais voulu qu'on en discute plus profondément. On nous a dit, là, à l'urbaniste, qu'il y avait des inquiétudes quant aux revenus de taxation qui nous échappent à la ville de Bonaventure. C'est sûr que c'est peut-être pas très, très populaire, ce que je vais dire là, mais c'est la réalité. Il y a des revenus de taxation à la ville de Bonaventure qui nous échappent parce qu'il y a des gens qui ont bâti des choses sans permis, puis on n'a pas d'inspecteur municipal, puis écoutez, il y a des revenus. Ça, c'est comme un vase communicant. Hein? La personne qui
ne payent pas assez de taxes parce que tout n'est pas déclaré, ben, ça s'en va à l'autre personne qui paye ses taxes. Avez-vous des exemples concrets quand Non, vous faites ces affirmations-là? Vous voulez dire, non, je ne vais pas stouler du monde ici un soir. Dire, hey, t'as fait un chalet, t'as pas demandé de permis. Il y a une autre réalité aussi, c'est que les gens ont peur, puis je sais, ça m'a déjà arrivé, on a peur de se présenter dans le bureau d'urbanisme à la ville de Bonaventure pour lui dire qu'on a un projet de construction, puis qu'on a peur que la réponse, ça va être non. Parce que les règles sont très, très, très restreignantes. Puis je pense qu'il y a de la place à l'amélioration là-dedans, il y a de la place à l'assouplissement, parce que les règlements de lotissement et les règlements d'urbanisme, c'est comme des catalogues qu'on commande. On a eu un nouveau, je pense que c'est le lotissement ou l'urbanisme au début des années 2000. Ça nous arrive, c'est pas nécessairement appliqué à la réalité d'aujourd'hui, à la réalité de chaque petite place, de chaque village. C'est quelque chose qu'on peut modifier. C'est quelque chose qu'on peut modifier. Puis l'idée là-dedans, c'est d'aider les gens. Je comprends, les gens, ils ont un terrain, ils veulent faire quelque chose sur le terrain, ils se disent un jour de même, vas-tu pointer là, moi? Vas-tu le demander? Ils vont dire non, Ah, je m'en occupe pas, je le fais. J'aimerais avoir votre réaction, M. Audet. M. Poirier vient de dire beaucoup de choses. D'abord, diversification des revenus, premièrement. Est-ce que vous y avez songé à ça? Avez-vous des exemples? Et toute la question de la taxation, est-ce que c'est vrai que les gens vont se construire sans le dire? Il y a des gens qui ne sont pas taxés parce qu'ils craignent justement d'aller au bureau d'urbanisme. Est-ce que vous avez constaté ça? On va travailler à deux niveaux. Là. On va aller sur le côté de revenus autonomes. Là. Oui. Donc, la ville, on s'entend, on n'est pas une entreprise. Hein, on n'est pas là pour donner des services en retour de compensation. Donc, on n'a pas ce rôle-là. On doit plutôt soutenir, accompagner les organismes qui l'ont. Au niveau de la diversification, je vous dirais que ça se fait beaucoup plus au niveau régional. Donc, au niveau régional, avec la régie de l'énergie, avec la régie de transport aussi, avec la régie du LET, donc on a mis en place une régie du LET. On travaille beaucoup à ce niveau-là. Si je prends juste un exemple, la régie de l'énergie, c'est l'éolienne, les redevances éoliennes. En 2016, on avait 31 000 de redevances. En 2021, on est à 150 000. Puis je vous dirais que ça peut même aller plus loin que ça, dépendamment. On a déjà atteint notre maximum en juillet 2021, donc on devrait avoir un autre réajustement d'ici décembre 2021. Donc, revenu autonome, ça nous permet de faire des projets. Ça paye des règlements d'emprunt d'importance, ça. Au niveau des ententes intermunicipales, on a revu les ententes, on est allé jusqu'à Chilliwack, puis on a ramené ça avec toutes les deux infrastructures, piscine et arena. Là, on a augmenté les revenus, on a plus que doublé les revenus, 22 000 à 49 000. Donc, déjà là, on a une participation de l'ensemble des communautés. Donc, c'est-à-dire que les autres municipalités payent davantage pour l'utilisation? Est-ce que c'est... donc, ça va en fonction du nombre de personnes, au prorata des individus qui viennent, qui utilisent les infrastructures. Donc, ça amène des revenus supplémentaires. Oui, ça crée plus d'achalandage dans nos infrastructures, mais c'est ce qu'on recherche aussi. On les a créés pour pouvoir amener ces achalandages-là. Au niveau du LET, ce que je disais tantôt, c'est ce que ça va pouvoir permettre, sans aller nécessairement chez des redevances, on va pouvoir travailler sur le prix à la tonne. Donc, plus qu'on va amener de tonnage dans notre LET, on va pouvoir, à ce moment-là, probablement aller chercher un meilleur prix. Puis, aussi, on s'en va vers le compostage, on augmente notre recyclage. Ça amène des redevances aussi, le recyclage. Donc, si on est plus performant en termes de recyclage, on va avoir plus d'argent en retour pour pouvoir travailler avec notre taxation. Maintenant, la taxation ou la non-taxation de certaines... Bien, ça, on a fait un exercice, là, j'essaie de me souvenir de la date, c'est 2016 ou 2017, mais on a embauché un jeune étudiant en urbanisme qui a fait l'inventaire des bâtiments non déclarés. Ça, on l'a fait. On a fait un premier coup de barre. Puis on est allé chercher quand même beaucoup de revenus supplémentaires. Les gens étaient tous d'accord. Un coup, c'était fait, ça a passé au rôle, tout est réglé. On peut ne pas être conforme, mais on peut au moins les taxer. À savoir si les gens se construisent sans autorisation et qu'ils ne sont pas taxés, mais je peux vous dire que ça ne dure pas nécessairement longtemps. Il y a beaucoup d'urbanistes, inspecteurs municipaux à la ville de Bonaventure, ce sont les citoyens. Puis ça, on entend beaucoup ça. Donc, ça se règle beaucoup là aussi. Ça se fait dans la confidentialité. Surtout qu'on le sait, on envoie Altus, qu'on appelle Altus, c'est celui qui s'occupe de l'évaluation municipale, puis ils le font. Fait que pour moi, je suis basé sur la confiance des gens. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent faire des choses sans autorisation, mais on les récupère, on travaille avec eux, puis on tente de normaliser. Ils s'associent. Ils s'associent, effectivement. La beauté des petites communautés.
On va passer maintenant à l'environnement. Je suis désolée, j'ai mis l'environnement en dernier, alors peut-être que ça aurait dû être le premier thème de la soirée. Vous savez qu'il y a la conférence sur le climat, la COP26, qui s'ouvre la semaine prochaine. Les experts sont déjà très peu encouragés, plutôt découragés quant à la volonté réelle des gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre et de faire face à la crise climatique et une urgence climatique auquel on fait face en ce moment. En tant qu'élu, j'aimerais vous entendre. Quelle place ferez-vous concrètement à l'environnement lors des prises de décision de la ville? Monsieur Audette, la parole est à vous. Écoutez, on n'a pas de plan de développement environnemental à la ville de Bonaventure. Je vous dirais que ça passe beaucoup par ce qu'on fait comme action sur le terrain. Donc, nous, ce qu'on cherche comme ville, de la façon dont on est constitué, c'est une petite quartier. Hein. Les gens recherchent les déplacements sans utiliser les voitures. Donc, ils peuvent se déplacer soit en vélo, à pied ou en triporteur. Bien, on en voit beaucoup. Fait qu'on a adapté nos rues, nos trottoirs. On s'en va vers cette orientation-là pour pouvoir favoriser ces déplacements et les saines habitudes de vie. On est dans cette démarche-là. On a un gros projet avec la rue Grand Prix au séjour, je n'ai pas parlé tantôt. Mais on a un gros travail à faire là-dessus avec la santé publique. Ça va très bien. On va déposer sous peu, la semaine prochaine, un plan préliminaire au ministère des Transports pour leur montrer notre projet d'amélioration de la rue au niveau de sa sécurité, au niveau de sa mobilité. Donc, on est tous conscients que quand les trucks nous frôlent les oreilles, on est craintif un petit peu, mais on cherche à avoir plus d'espace pour pouvoir marcher. On travaille beaucoup avec le régime aussi. On est une des seules municipalités à avoir 2 abribus avec un circuit de minibus qui fait le tour du village. Donc, les gens ont accès à ça directement dans le village. Donc, c'est très peu commun. Puis, on travaille beaucoup avec eux à ce niveau-là. Au niveau des bornes de recharge, c'est prévu pour l'hôtel de ville, c'est prévu pour le centre récréatif des jardins aussi. Ils sont juste pas installés, puis on va l'installer quand on aura rénové l'hôtel de ville. Au niveau du compostage, on s'en va là. Donc, c'est des actions avec le nouveau, la régie BLT, on s'en va vers le compostage. Donc, c'est des actions, je vous dirais, plus ponctuelles comme ça. On n'a pas de plan bien défini. Pas de plan qui fait en sorte que chaque décision qui est prise doit répondre à des critères environnementaux. Non, on n'a pas ce plan-là, mais dans nos actions, on considère des choses, on fait nos petites actions à nous, puis je dirais l'action numéro 1, c'est la préservation de la rivière Bonaventure avec Opération Rive, avec la politique sur la rivière. On s'en va vers... On va y revenir, c'est ma prochaine question. Monsieur Poirier, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous prévoyez si vous êtes élu en tant que plan pour l'environnement, en termes de décisions prises au sein du Conseil de ville? C'est sûr, écoutez, comme M. Audette le mentionnait, on n'a pas de plan précis en ce qui concerne l'environnement, mais on est sensible. On est sensible à ça, puis à mesure qu'on prend nos décisions au Conseil de ville, c'est sûr qu'on est responsable d'avoir un très grand souci de la préservation de l'environnement. On ne prendra pas une décision qui va faire en sorte qui va détériorer l'environnement. Moi, je veux dire, on parle beaucoup aujourd'hui de l'empreinte écologique. Hein, c'est l'empreinte écologique, c'est ce qu'on laisse en arrière de nous, là, comme pollution, si vous voulez. Là. Il faut se questionner individuellement. On peut faire quoi pour réduire notre empreinte écologique? On a des moyens de réduire notre empreinte écologique. Moi, par exemple, peut-être que je n'ai pas de mérite parce que j'ai toujours fait ça, puis je le fais, puis c'est parce que j'aime ça, mais je me déplace en vélo, pas pour faire des randonnées. J'utilise le vélo comme moyen de transport. Bon, ça, c'est ma manière à moi pour réduire mon empreinte écologique, en plus de rouler dans un Honda Fit. Mais en termes si vous êtes élu maire, est-ce qu'il y a des propositions, des choses que vous allez amener en termes de gestion de la ville pour la protection? Pas précisément. Non, pas précisément. Moi, c'est vraiment, là, on est responsable individuellement. À un moment donné, il ne faut pas que tout le temps quelqu'un vienne nous prendre la main et nous montre comment ça marche. Aujourd'hui, en 2021, on est responsable individuellement de réduire notre empreinte écologique. C'est assez simple. Et faites comme vous voulez. Moi, je fais du vélo, un autre fait un jardin, un autre, il fait du recyclage, un autre fait du compost. Le maire Audette parle des bacs bruns. Bon, je sais, ça sent bien les bacs bruns, on en voit ici et là. Mais des fois, je me questionne, je me dis, maudit, ça se peut-tu qu'on va faire venir un gros troc qui va venir ramasser ces bacs bruns-là, puis qu'on est capable de se virer de bord, puis s'en aller dans la cour en arrière de la maison, puis faire notre compost? Je
je veux dire, de façon individuelle. On est-tu rendu là? On est rendu là. On dit aux gens, non, 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 mettez ça dans le bac brun, on va venir le chercher avec le gros troc, puis ça va être la grosse affaire. Je trouve ça dur à avaler, tu sais. Donc, vous seriez contre non, le compostage municipal? Non, je ne suis pas contre, mais par contre, je veux dire, ça n'empêche pas que s'il y a quelqu'un qui n'a pas de bac brun puis qui fait son propre compost, je vais aller le voir et je vais le féliciter. Je vais lui dire, regarde, le troc a passé avant de chez vous, il n'a pas arrêté. Il y a moins de kilogrammes de compost dans son... Regarde, il va aller monter à la côte, là, puis il va être rempli de compost pour aller domper ça en quelque part. Là, il y a quelque chose que je veux parler aussi à propos de l'environnement. Oui, là, c'est terminé. Je vais passer à ma prochaine question. Je vais vous parler de la rivière Bonaventure. Justement, vous avez ouvert la porte, M. Audette, c'est son utilisation importante. On en a beaucoup entendu parler cet été. Est-ce que la parole est à M. Audette d'abord? Vous craignez pour l'avenir de la qualité de l'eau de cette rivière-là? Et quelles mesures voyez-vous mettre en place pour éviter que ça se produise? Les spécialistes, les gens que je côtoie depuis maintenant 7 ans sur les différents comités de gestion de la rivière Bonaventure le disent tous, on a une crainte. À savoir qu'elle est basée sur quoi, on l'étudie, on est en train de mettre des indicateurs en place pour bien mesurer. Mais je vous dirais que le travail que nous, on a fait à la Ville avec Opération Rive, Opération Rive qui se voulait être un élément de sensibilisation, de formation et d'information aux citoyens qui demeurent en bordure de rivière, a porté fruit. Parce qu'ils ont tous été sensibilisés, ils ont tous porté des actions, aussi minimes qu'elles pouvaient être. Ils ont quand même planté un arbre. Ils ont quand même arrêté de tondre le gazon. Je ne vous dis pas que c'est l'ensemble des propriétaires. Ça, on en convient, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais juste cet élément-là, je dirais qu'on a fait un gros travail. Puis aujourd'hui, si tu fais une petite action en bordure de rivière, c'est sûr qu'on le sait. C'est sûr que le ministère de l'Environnement le sait. Fait que les gens ont à cœur leur rivière, ont à cœur de la préserver. Ils veulent faire des actions, ils veulent s'assurer de la préserver, de la garder. Ils ont choisi de demeurer, ils ont choisi d'avoir un chalet près de la rivière, mais ils veulent y demeurer. Puis là, on s'en va vers une politique sur la rivière aussi, pour mettre les bases, pour mettre les standards, pour aller plus loin au niveau des préoccupations aussi. Puis aussi, bien évidemment, là-dedans, on va mettre les mesures de contraintes un peu plus évidentes pour bien comprendre, mais aussi des incitatifs pour pouvoir y arriver. Et on va travailler toujours sur les deux côtés pour s'assurer qu'on va de l'avant. L'étude est en train de se finaliser. Pour la mise en place de la politique, il y a un comité qui est en place avec des citoyens. Donc, on travaille dans un objectif très clair, c'est tout faire, tout poser les gestes, tout poser les actions pour s'assurer de la personne. Puis ça prend la collaboration de tout le monde, là. Autant des entreprises, et autant des utilisateurs, et autant des propriétaires riverains. Merci, M. Audette. M. Poirier, est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir de la qualité de l'eau de la rivière Bonaventure et faut-il mettre des mesures en place? Oui, je pense qu'il faut mettre des mesures en place. Puis la réponse, si j'ai des craintes quant à la qualité de l'eau, ben, c'est oui. Écoutez, c'est délicat, hein, mais je pense que la première chose à faire avec la rivière Bonaventure, ça serait d'aller vérifier les installations septiques des gens qui sont installés sur le bord de cette rivière-là, des fois dans des chalets, des fois dans des roulottes. Parce que la rivière sort de son lit, je veux dire, toutes les années, puis là, ça va empirer d'année en année avec le réchauffement climatique. La rivière sort de son lit. Il y a des choses qu'il faut mettre en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'installation septique, qu'il n'y ait pas de déchets, je veux dire, qui s'en va dans l'eau, tu sais. Fait que moi, c'est souvent ça que je pense. Moi, je vois sur la rivière, je suis moi-même un utilisateur de la rivière, je vois sur la rivière, puis là, je vois ça, toute la villégiature sur le bord de la rivière, avec les roulottes, puis par là. Puis là, je me dis tout le temps, comment est-ce qu'ils sont installés, tu sais, comment est-ce qu'ils sont installés? Ils ont-tu quelque chose de fiable, quelque chose qui ne va pas se déverser dans l'eau? C'est une grosse question, puis un jour, il va falloir qu'on mette nos culottes, puis qu'on fasse le tour, puis qu'on vérifie. Hein. C'est ce qu'on va retrouver dans la politique que je parlais tantôt au niveau de la politique de la rivière. Vous vouliez rajouter, il me reste à peu près 1 minute pour l'environnement, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, juste un petit détail que j'ai oublié. Au niveau de l'eau potable, avec la politique sur l'eau potable au niveau du gouvernement, on a des obligations de des compteurs d'eau. Donc, ça, on a déjà commencé. Il y a des résidences qui sont portées
volontaires pour le faire. Ils sont branchés. Actuellement, on est en train de les brancher. Toute nouvelle résidence aussi aura ce compteur d'eau-là. Tout nouveau commerce, tous les commerces les auront aussi. Donc, on a une politique à suivre pour s'assurer de préserver notre eau potable. Donc, au niveau de la quantité d'eau potable utilisée. Tous les travaux au niveau de la voirie qu'on a fait aussi permettent de rencontrer ces standards-là, parce que l'eau qu'on perd dans le sol, elle est comptabilisée au niveau du débit. Donc, au niveau du camping aussi, on a travaillé à faire là parce qu'on en perd aussi de l'eau. Donc, toutes ces actions-là qu'on pose, c'est toujours en lien avec un objectif. Donc, c'est pour ça qu'on priorise nos dossiers en fonction de ces différentes obligations-là et les différents programmes aussi auxquels on peut obtenir du financement. Merci, messieurs. Ça fait déjà 1 heure. 1 heure que l'on jase. Ça s'est bien passé. Merci. Donc, je vous remercie pour votre participation, vos questions ici ce soir. On va terminer avec le mot de la fin. Donc, chacun des candidats aura 1 minute pour clore cette soirée. Et M. Audette, la parole est à vous pour 1 minute. Merci, Mme Garon. Vous venez d'entendre 2 candidats que vous présentez ce qu'ils sont en mesure d'offrir pour la communauté de Bonaventure. 31 octobre et 17 novembre prochain, vous aurez à prendre une décision entre le développement d'une communauté, l'attractivité, le dynamisme, ou encore revenir à une vision plus micro sans préoccupation du développement de notre communauté. C'est avec toute la rigueur et tout mon engagement envers la population que je vais poursuivre avec le Conseil le travail débuté en 2013. J'ai orienté les destinées de la ville vers la famille et le développement économique en offrant des infrastructures de qualité. Les prochaines années ne seront pas différentes et je compte sur votre appui afin de réaliser nos rêves. J'ai confiance en vous, vous saurez prendre la bonne décision. Donc, les 2 dernières années ont démontré que nous sommes en mesure d'accomplir de grandes choses malgré les obstacles liés au COVID. Nous avons maintenant les outils pour répondre à toute nouvelle situation. Donc, en terminant, je remercie beaucoup la Chambre de commerce d'avoir encore une fois organisé le débat. C'est très apprécié. Et vous, Mme Garon, d'avoir encore une fois accepté d'animer. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats de Benoît-ci pour les élections du 7 novembre prochain. Merci, M. Audette. M. Poirier. Merci, Mme Garon. Merci tout de suite à M. Quesnel et à vous, Mme Garon, pour l'animation de cette soirée-là. Écoutez, ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, en partant, j'ai décidé, moi, depuis le mois de décembre, de me présenter à Mairie de Bonaventure. Puis j'ai tout de suite commencé à faire des textes sur des sujets d'intérêt public, des propositions de réflexion que j'ai décidé de mettre sur une page Facebook. Bon, vous savez, je voulais juste vous dire un petit mot. Attendez rien de moi à Post Canada, parce que j'ai décidé de rien envoyer à Post Canada. Vous savez, il y a une loi qui permet le financement des campagnes électorales. Bon, regarde, on sait que la politique, c'est pas tout le temps propre. J'ai pas décidé d'aller dans cette avenue-là. J'ai pas décidé d'aller demander aux gens, donnez-moi de l'argent, je veux faire une campagne électorale, je veux mettre un pamphlet à la poste. Je veux pas non plus sortir mon argent de ma poche, ni de votre poche à vous, pour mettre un pamphlet au bureau de poste, puis finir par voir ma face dans la poubelle du bureau de poste, ou dans le, excusez, pas la poubelle, mais le bac à recyclage. Fait que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Je mets tout là-dessus, les entrevues radio, les petites capsules vidéo, ce que je fais avec les entrevues des fois, par exemple, avec Télévague. Maintenant, on sait, M. Audette, c'est quelqu'un qui dépasse mes 2 minutes. En quelques secondes. Oui, bon. Ben, je vais finir avec ça. Écoutez, pour la transparence, pour l'intégrité, pour le goût du partage, pour le travail d'équipe, je vous suggère, je vous invite à voter Poirier. Merci beaucoup, M. Poirier. M. Audette, M. Poirier, merci infiniment d'avoir participé au débat ce soir. Encore une fois, je vous remercie de vous être déplacés ce soir. Je voudrais remercier David en arrière qui s'est occupé de la transmission de la soirée sur Facebook. Je remercie les gens qui nous ont suivis sur Facebook également. Donc, j'espère que la soirée vous a permis de faire peut-être un choix plus éclairé le 7 novembre prochain, que vous allez avoir de la matière pour y réfléchir. Je vous souhaite bonne route. Ce soir, soyez prudents et surtout bon vote le 7 novembre prochain. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Merci, M.